En 1997, la découverte d'un corps sans vie entraîne une chasse aux meurtriers. On a tenté le coup. Elle a commencé à nous raconter tout ce qu'elle avait vu. Mais l'enquête révèle une infâme trahison. Comme il se sentait trahi, il a voulu lui rendre l'appareil. La vérité semble tout droit sortie de l'enfer. C'est là que j'ai compris. Ça a été le pire jour de ma vie. Certaines liaisons sont dangereuses. D'autres sont mortelles. Ancien fleuron de l'industrie automobile, la ville de Pontiac, au Michigan, n'est plus en 1997 que l'ombre d'elle-même. C'est dans ces rues tourmentées que vit Carol Giles, 26 ans. Et même si l'emploi qu'elle vient de décrocher à l'hôpital Saint-Joseph n'est pas très glorieux, elle s'en satisfait pleinement. Hey Jess. C'était son tout premier vrai travail. St. Joseph Mercy Hospital, how can I help you? Quand elle a commencé à l'hôpital, elle s'est clairement sentie plus autonome. Thank you so much. Bye. Elle voulait être infirmière et quand elle a commencé au service néonatal, Have you guys seen the new Stevenson baby? So cute. elle a adoré les bébés et l'environnement. Au-delà de l'aspect professionnel, Carol y trouve un autre avantage. I'm just gonna go check on a patient. Be right back. Au travail, Carol rencontre Tim Collier. Il est jeune, beau garçon, en pleine forme, et il s'intéresse à Carol. Le charmant Tim Collier, 28 ans, vient d'arriver à Pontiac. Et ses avances audacieuses font tout de suite mouche. Il venait de Californie et il avait logé chez des membres de sa famille à Flint, dans le Michigan, jusqu'à ce qu'il trouve un boulot à l'hôpital de Pontiac, où était employée Carol Giles. Il montait à son étage. Ils discutaient ensemble. Au début, c'était platonique. Puis, ça a évolué. Il avait ce côté mauvais garçon, agressif et rebelle. Et c'est ce qui peut-être a attiré Carol. Elle voulait un mauvais garçon. À mesure que leur relation devenait sérieuse, Tim a commencé à convaincre Carol qu'ils pouvaient vivre ensemble, s'aimer et profiter de la vie à deux. Il y a juste un petit obstacle quelque peu gênant. Il voulait être avec elle et vivre avec elle, mais elle était déjà mariée. L'aventure de Carol est une trahison envers l'homme qu'elle a promis d'aimer et de chérir. Jesse Giles, 41 ans. Ma mère avait vécu des épreuves difficiles dans sa vie familiale. You need a hug? You missed me. La rencontre avec mon père lui a fait du bien. Quand ils se sont installés ensemble, il s'est occupé d'elle et a veillé à ce qu'elle puisse faire tout ce qu'elle voulait faire. Hey kids, Daddy's home. Come show him your artwork. Mon père était le chef de famille. Quand il était là, même si on avait eu une mauvaise journée, il nous faisait rire. Il était gentil avec tout le monde et subvenait à nos besoins. Depuis leur rencontre, Jesse prend soin de sa femme Carol comme de personne d'autre. Carol savait se faire écouter de mon père. Et ça le faisait rire, parce qu'elle répondait du tac au tac quand il disait quelque chose d'intelligent. Je pense que ça a tout de suite fonctionné entre eux. Qui se ressemblent s'assemblent, comme on dit. Et grâce à mon père, elle est devenue une jeune femme qui se sentait chez elle, avec une famille aimante. La transformation était flagrante par rapport au premier jour. Elle s'est ouverte aux autres. Elle pouvait enfin assumer qui elle était vraiment. Carol devient une seconde mère pour les deux enfants adolescents de Jesse. Et bien vite, le couple a deux autres enfants.
C'était une bonne mère. Avec moi, sa belle-fille, elle m'a tout de suite dit « Vous êtes ma famille, mes enfants ». Je l'aimais tellement. Elle était toujours là pour moi et remplissait parfaitement son rôle de mère. On était archi-gâtés, on avait tout ce qu'on voulait. Avec Jessie, Carol est elle aussi gâtée, jusqu'à ce que la santé de son mari se dégrade subitement. Son diabète s'est aggravé. À 2 ou 3 reprises, on a cru qu'on allait le perdre. Puis, il a eu une attaque. Il est devenu tout mou. On ne savait pas ce qui se passait. Après ça, ses activités sont devenues limitées. Did you take your insulin? La famille a été frappée de plein fouet parce que c'était notre pilier, notre lion. Alors quand il a posé un genou au sol, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? À la suite de son accident vasculaire, Jessie perd l'usage de son bras gauche. Il devient dépendant de sa jeune femme, un fardeau auquel personne ne s'attendait. Carol semblait être de plus en plus frustrée de ce qu'elle devait faire pour l'aider. Ils se disputaient beaucoup. Ils étaient ensemble quand il y avait les enfants, mais dans l'intimité, ils étaient très distants. Il ne pouvait plus faire les mêmes choses qu'avant. En devenant infirmière à domicile, Carol a eu l'impression d'être enchaînée à sa maison et à ses enfants. Le travail de Carol, source de fierté et symbole de réussite, devient son seul exutoire. D'autant que grâce à sa liaison avec Tim Collier, elle se sent désirée. Carol s'était mariée et avait eu des enfants très jeunes. Alors elle voulait goûter un peu plus à la vie. Elle cherchait quelqu'un à aimer et avec qui faire des choses de son âge. Elle racontait à Tim les problèmes qu'elle avait à la maison. Mais Jessie repère le comportement suspect de sa femme. Ma mère sortait davantage. Elle téléphonait en secret et passait moins de temps à la maison. Toutes ces choses ont amené mon père à penser qu'il y avait anguille sous roche. Si mon père nous a inculqué une chose, c'est bien la loyauté. Elle n'a pas été loyale. Et elle l'a reconnu. Elle a avoué sa liaison avec Tim. Et mon père lui a dit, « Tu peux partir, mais les enfants restent. » Elle était dans tous ses états. J'ai assisté à cette violente dispute. Quand mon père lui a dit « Tu peux partir, mais sans les enfants », je pense qu'elle a décidé de ne pas se séparer de lui parce qu'elle ne voulait pas nous perdre, mon frère et moi. Alors elle lui a annoncé qu'elle avait mis un terme à sa liaison avec Tim. Moins d'un mois plus tard, tout a basculé. Cet appel de détresse va déclencher une série d'événements qui brisera plus d'une famille. Il a évoqué un meurtre qu'absolument personne ne soupçonnait. Si elle avait pu partir comme elle le voulait, elle serait encore là. Le 28 septembre 1997, la police de West Bloomfield reçoit un appel d'une jeune femme visiblement en panique, Carol Giles. Vers 14 heures, en revenant d'une séance de shopping, Carol voit Jessie par terre et appelle les secours. L'opératrice la guide pour le massage cardiaque. Les secouristes et la police arrivent à ce moment-là. Mais Jessie est déjà décédée depuis trop longtemps. La réanimation est alors interrompue.
Avec mon frère, on avait fait une sortie avec la famille. À notre retour, il y avait une ambulance, la police et ma mère qui pleurait. Jesse, wake up! Ils ont dit « Votre père est parti ». Je n'ai pas tilté sur le coup, je ne comprenais pas. Je suis entrée dans la maison et par la porte de sa chambre, qu'ils avaient laissée ouverte, j'ai vu mon père par terre, immobile. C'est là que j'ai vraiment compris. Oui, mon père est mort. Et il y a un vide dans mon cœur qui ne sera jamais comblé. Ça a été le pire jour de ma vie, celui où mon père est mort. C'était mon père, mon meilleur ami. Bien que terrible pour sa famille, la mort de Jesse Giles peut facilement s'expliquer. Il avait de gros antécédents médicaux. Il pesait 200 kilos, il avait du diabète et des problèmes cardiaques. Il avait fait une attaque. Les ambulanciers n'ont rien signalé de spécial et étant donné le passif et l'état de santé de la victime, aucun enquêteur du Michigan n'aurait trouvé sa mort suspecte. J'ai immédiatement crié que quelqu'un l'avait tué. J'ai tout de suite senti que sa mort n'était pas naturelle. Personne m'a cru. Ils ont mis ça sur le compte de l'émotion et de la souffrance. Maintenant qu'elle est veuve, Carol doit se relever. Pour elle, mais aussi pour les 2 enfants qu'elle a eus avec Jesse. Rapidement, Carol informe ses proches de la mort de son mari. L'une des premières personnes prévenues est Nancy Billiter. Nancy Billiter, 45 ans, connaît le couple depuis des années. Nancy n'était jamais bien loin. C'était une bonne amie de mes parents. Mon père l'adorait. Elle était d'une gentillesse. C'était une femme formidable. Nancy était un sacré personnage. Elle faisait rire les gens. Elle les mettait à l'aise. Elle voulait être infirmière pour pouvoir aider les gens. Elle avait obtenu son diplôme avec les félicitations. Pour joindre les 2 bouts pendant qu'elle termine sa formation, Nancy est serveuse dans un restaurant local, le South Boulevard Station. C'est là qu'elle a rencontré Carol. Elles ont commencé à papoter parce que Carol lisait des romans policiers et Nancy adorait ça. Nancy respectait énormément Carol. Après la mort de Jesse, Carol s'en remet au soutien de son amie Nancy. Nancy a reçu un appel. Elle était dans tous ses états. Elle a raccroché et a dit « Jesse est mort, je dois aller aider Carol, elle a besoin de moi ». Elle a alors décidé d'aller s'installer chez Carol pour les aider à traverser cette épreuve, elle et ses enfants. Nancy est venue vivre avec nous. C'était un peu notre nourrice. Elle nous aidait à nous préparer pour l'école. Elle nous gardait. Grâce à elle, on sentait un peu moins l'absence de mon père. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à changer. Elle est devenue nerveuse et interagissait un peu moins avec nous. Elle ne nous aidait plus autant pour les devoirs. Plein de petites choses ont commencé à changer. Ça me mettait mal à l'aise. Si Carol peine à éduquer ses enfants et à subvenir à leurs besoins,
C'est peut-être parce qu'elle passe beaucoup de temps avec son amant, Tim Collier. Chez ma grand-mère, j'ai entendu Carol parler au téléphone avec Tim. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « Arrête, je suis obligée d'être là, alors laisse tomber ». Puis la conversation a continué. Elle était toute guillerette et souriante, et ça m'a contrariée. Mon père n'était même pas encore enterré. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Carol et Tim ont continué à se voir en secret, et quand elle rentrait, elle donnait une excuse classique. Elle avait été retenue au travail. C'était plus la même personne. Nancy était venue pour aider Carol en pensant que c'était pour lui permettre de travailler. En réalité, elle en profitait pour passer du temps avec Tim. Puis, 3 semaines après la mort de son mari, la jeune veuve choque son entourage avec une annonce déconcertante. Elle a dit qu'on allait héberger un ami à elle, un certain Tim Collier. Elle a dit qu'il vivrait chez nous et dormirait sur le canapé. Il n'a pas dormi sur le canapé, mais dans le lit de mon père. J'étais petite et je ne comprenais pas. Je venais de perdre mon père. J'étais encore en deuil et cet homme débarque de nulle part. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait là, ni pourquoi. Mon père était parti et cet homme entrait dans ma vie. Tim prend vite ses marques dans sa nouvelle maison. J'étais adulte, alors j'avais mon propre chez moi. Mais Nancy me disait ce que j'avais besoin de savoir sur lui. Il était à la maison, il portait les bijoux de mon père, conduisait sa voiture. Il avait pris sa place. Elle voulait lui faire plaisir. S'il voulait quelque chose, elle accourait. Elle devait s'occuper de lui d'abord. Elle était sous son emprise. Avec l'arrivée de Tim, l'ambiance à la maison est plus tendue. Nancy comprend qu'elle se retrouve dans une situation explosive. Tim avait toujours un comportement bizarre. Il semblait paranoïaque et nerveux et contrarié. Nancy et Tim ne s'entendaient pas bien. Il avait l'air de ne pas l'aimer. Nancy est devenue l'ange gardien de Jessica et Jesse Jr. Je pense qu'elle ne savait pas comment s'extirper de là. Elle ne voulait plus rester, mais elle refusait de laisser les enfants dans cette situation. Pour ne rien arranger, Tim commence à lancer des accusations qui mettent les deux femmes mal à l'aise. Il pensait que Nancy et ma mère avaient une liaison. Je pense qu'il était jaloux. Carol et Nancy étaient toujours fourrés ensemble. Alors il ne bénéficiait pas de l'attention qu'il pensait mériter. Dans l'esprit de Tim, il n'y a qu'une façon de résoudre le problème. Soudain, Tim a exigé des deux femmes qu'ils forment un ménage à 3. Nancy avait peur de Tim, alors elle a immédiatement refusé. Tim était furieux, parce que dans sa tête, personne ne pouvait s'opposer à lui. Mais c'était mal connaître Nancy, qui s'est obstinée, et ça a beaucoup énervé Tim. Un mois après avoir emménagé, Tim décide de présenter Carol à sa famille en Californie. Au milieu de leurs vacances, ils reçoivent un coup de téléphone de Nancy. Nancy les a prévenus que quelqu'un leur avait volé le magnétoscope et le téléviseur. Tim a alors émis l'hypothèse que Nancy avait peut-être volé elle-même les appareils parce qu'elle avait besoin d'argent. Le lendemain, Tim et Carol interrompent leurs vacances.
et leur retour inattendu dans le Michigan prend Nancy au dépourvu. On revenait de l'école. Nancy était là, ma mère était là, et Tim aussi. I didn't expect you back so soon. Well, surprise. I actually have to get to work. Oh, well, I'll drive you. On a pris la voiture. Nancy, ma mère, mon frère et moi. Et je ne l'ai jamais revu. Novembre 1997. Sur une route d'accès enneigée, le long de la rivière Flint, des pêcheurs font une découverte terrifiante. Le centre d'appel nous a dit que des pêcheurs avaient trouvé un corps dont le pied dépassait d'une couverture. La victime était couchée sur un sentier qui menait à l'un des cours d'eau. Le sergent Shenlian et moi-même avons constaté qu'il s'agissait d'une femme blanche, enveloppée dans un plaid avec des motifs floraux. Elle portait un sweatshirt et un pantalon noir et semblait avoir reçu des coups au visage et au cou. Il y avait une arme, mais elle n'avait pas de blessure par balle. On a aussi constaté des incohérences entre la position du corps et la scène du crime. On en a déduit qu'elle avait été tuée ailleurs. Le meurtre n'avait pas eu lieu à cet endroit. Il y avait une odeur d'essence. Quelqu'un avait apparemment voulu brûler le corps, mais sans réussite. Comme elle n'avait aucun papier sur elle, elle a été classée comme personne non identifiée. Le principal indice, c'était son sweatshirt qui portait le nom d'un restaurant, South Boulevard Station. Dans ce même restaurant, à plus d'1 heure de là, l'équipe est préoccupée. Nancy Billiter, 45 ans, n'a pas donné signe de vie depuis près de 48 heures. Elle a travaillé pour moi une dizaine d'années. La dernière fois que je lui ai parlé, elle était perturbée. Je pensais la voir le lendemain, parce qu'elle venait tous les jours. Mais elle n'est pas venue, sans prévenir. Elle ne ratait jamais le travail. Carol a appelé ma mère pour lui demander si elle avait vu Nancy, dont elle n'avait pas de nouvelles depuis 2 jours. Bien sûr, on était inquiets. C'était un vendredi chargé. 2 policiers sont venus et ils m'ont demandé si je pouvais identifier une personne sur des photos. C'était pas bon du tout. J'ai su que c'était elle à cause de son absence et de l'uniforme. Mais sans sa tenue, je l'aurais certainement pas reconnue. Do you know where she lives? Yeah, she's been staying at a friend's. Les collègues de Nancy expliquent que la serveuse vit chez Carol Giles, une jeune veuve et mère de 2 enfants. Ils ajoutent que Nancy était nerveuse depuis que Tim Collier, le petit ami de Carol, avait emménagé. Ce Tim, c'était un méchant, une source de problèmes. J'avais dit à Nancy, tu devrais te sortir de là et mettre un terme à tout ça. Et elle était d'accord. Quand on nous a donné l'adresse de Carol Giles, on s'est rendu sur place pour la rencontrer. À ma demande, elle a décliné son identité, puis elle nous a dit qu'elle avait vu Nancy Billiter pour la dernière fois le 11 novembre. Witness said he dropped her off here on the 12th. Now that you mention it, I think it was Thursday morning. Après réflexion, elle a admis que Nancy était à la maison à 1h30 du matin le 13. Ça réduisait la plage horaire du crime. L'attitude de Carol éveille les soupçons des enquêteurs. Elle était très timide et n'a pas demandé une seule fois pourquoi on était là, ni ce qu'on voulait. Elle n'était pas curieuse, mais s'est montrée coopérative. Elle répondait favorablement à nos requêtes. Elle a bien voulu qu'on fouille sa maison. Pendant que l'inspecteur Shenlian parle à Carol, le sergent Melky cherche des indices.
En faisant un rapide état des lieux, j'ai trouvé au sous-sol des seringues et d'autres objets. Mais il y avait surtout un drap avec des fleurs qui était assorti au plaid dans lequel on avait trouvé la victime à Flint quelques heures plus tôt. C'était une preuve accablante. Dehors, tous les mots prononcés par Carol sont analysés. Elle était très évasive. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ignore où elle est. Quand j'ai dit à Kevin Shenlian ce que j'avais trouvé, ses épaules se sont affaissées et elle a poussé un soupir. Carol, would you mind taking a ride with us? Okay. Je savais qu'on avait trouvé. Un enquêteur m'a appelé pour me demander d'aller chercher les enfants à l'école et pour m'annoncer la nouvelle pour Nancy. Apprendre sa mort a été un nouveau coup dur. D'abord mon père, puis une très bonne amie à lui qui vivait aussi à la maison. Il se passe quoi là? Sérieusement, j'ai besoin de réponses. Une fois au poste, nous avons interrogé Carol dans une pièce prévue à cet effet. Elle était très ouverte et elle s'est montrée très coopérative. Il n'a pas fallu insister beaucoup pour qu'elle nous raconte ce qui était arrivé à Nancy. Au bout d'un moment, elle a craqué. Elle a commencé à nous dire ce qu'elle avait vu, ce que Tim avait fait. Elle a dit qu'en rentrant chez elle, Tim et Nancy étaient en bas au sous-sol et qu'ils se disputaient encore au sujet du magnétoscope et de la télévision qui avaient été volés. Tim pensait que Nancy leur mentait sur ce qui s'était passé. Alors il lui a fait subir un interrogatoire. Nancy était attachée avec des bas. Tim l'a passée à tabac. Il a pointé son arme sur elle. Alors elle est remontée. 10 minutes plus tard, il est venu la voir et il lui a dit... À ce moment-là, Carol s'est dit que son amie était morte. Elle a dit qu'elle avait eu peur pour sa vie. Pour étayer ses propos, Carol oriente les enquêteurs vers une montagne de preuves. What kind of a bag was it? A garbage bag. Like a plastic black plastic garbage bag. You just tie it up. I just tied it in a knot. Au cours de la perquisition menée sur place, l'arme dont elle avait parlé a été retrouvée, ainsi qu'un matelas ensanglanté au grenier, celui du sous-sol. Après la déposition de Carol, on s'attendait à trouver ses pièces à conviction. Ça a été le cas. Tim Collier est accusé de meurtre par sa compagne. La police pense qu'un dangereux suspect est en liberté. Je savais que c'était un homme diabolique, le genre d'homme que vous n'avez pas envie de croiser sur un trottoir. On a placé une unité devant la maison parce que Carol avait dit que Tim reviendrait certainement. Quelques heures plus tard, Tim Collier a été placé en garde à vue. Aux premières heures du 15 novembre 1997, Tim Collier est arrêté et conduit au poste de police de West Bloomfield. Là, les autorités le placent dans une salle d'interrogatoire, seul. Je suis allé l'interroger, mais il n'a quasiment rien dit. Je lui ai parlé de ce que Carol Giles nous avait raconté, avec sa déposition de 9 pages à l'appui. Ça ne l'a même pas fait réagir. 9 pages. C'était un dur. Il n'a rien lâché. Il a tout nié en bloc. J'ai demandé « Avez-vous tué Nancy Billiter ?» Il a dit « Pourquoi faire ?»
Je me suis dit, bon sang, il l'a fait. Il ne s'est pas offusqué qu'on le soupçonne de meurtre. J'ai dit, alors pourquoi votre copine dit que c'est vous? Et il a dit, elle ne dira pas ça au procès. Il était confiant, parce qu'il avait expliqué à Carol, si on ne dit rien, tout ira bien. Ils n'ont aucune preuve contre nous. Tim Collier agit comme s'il se croyait intouchable. Les enquêteurs se concentrent alors sur leur témoin clé, Carol Giles. Cette nuit-là, on a placé Carol dans un refuge pour femmes parce qu'on pensait qu'elle avait été victime de violences conjugales et qu'elle avait été menacée pendant l'incident qui avait conduit à la mort de Nancy. On l'a autorisé à rendre visite à Tim dans sa cellule. Hey, baby. How you doing? I'm sorry. What's the matter? I love you. I love you too. Durant les heures qui ont suivi, Tim s'est mis à avoir des doutes. Carol n'était plus là. Il l'avait vue partir. Il a fait le lien. Le lendemain, Tim Collier a demandé au sergent Ferguson qui marchait dans le couloir si Carol Giles était là. Elle a dit « Non, pourquoi ?» Parce que sa place est en prison. Il a alors demandé à voir l'inspecteur qu'il avait interrogé la veille. J'y retourne, je lui relis ses droits et il me dit que Carol a participé au meurtre. Je lui réponds, le problème, c'est qu'elle vous a déjà dénoncé hier. Il me dit alors, vous devriez l'interroger sur le meurtre de son mari. Ce jour-là, tout a changé. Ma vie